Le parfum des cigares, un mélange capiteux de tabac cher et d'une pointe d'amertume que j'associais toujours à la peur, flottait dans l'air. C'était la salle à manger du domaine de Julien, et les voix en contrebas, un murmure grave et masculin, s'élevaient parfois en éclats menaçants. De là où j'étais, en haut du grand escalier, c'était comme assister à une pièce de théâtre sombre, une que je ne comprenais qu'à moitié, mais dont l'enjeu me glaçait le sang. C'était la soirée où les capots de Julien, ses lieutenants, ses hommes de main, venaient dîner. Pierre était endormi depuis des heures, épuisé par une journée où il avait enfin souri. Moi, impossible de trouver le sommeil. L'anxiété me nouait l'estomac. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, et pourtant, les détails s'estompent parfois, comme des flaques sous la pluie. Était-ce un mardi ou un jeudi? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais jamais dû descendre. J'avais juste soif, une soif brûlante qui me raclait la gorge. Le plan était simple. Me glisser jusqu'à la cuisine, prendre un verre d'eau et remonter sans faire de bruit. Mais les portes de la salle à manger étaient entr'ouvertes, un fin filet de lumière dorée s'échappant dans le couloir sombre. Une curiosité stupide, ou peut-être une sorte de fatalité, m'a poussé à m'approcher. À travers l'entrebâillement, j'ai vu la scène. 12 hommes, des ombres massives autour d'une longue table en acajou, Julien au bout, imposant, le roi de cette meute. À sa droite, Salvatore, sale comme il l'appelait. Ses yeux de requin ne souriaient jamais, même quand ses lèvres s'étiraient. Il faut frapper les cargaisons des merciers maintenant, Julien lança Sal, claquant sa main sur la table. Le bruit résonna, sec et autoritaire. Il manque de respect à notre territoire dans le sud de la Provence. Si on ne riposte pas, on aura l'air faible. Julien, lui, était d'un calme effrayant. « On ne frappe pas, dit-il, sa voix tranchant le brouhaha comme un rasoir. Pas tant que la police surveille les ports, on attend. Tendre, c'est pour les lâches, cracha Sal. Le silence qui suivit fut absolu, pesant. C'était le genre de silence qui précédait la tempête. Le genre qui faisait monter l'adrénaline et qui vous donnait l'impression que l'air manquait. Julien se leva lentement, ajustant ses boutons de manchette. « Sal, dit-il, son ton à peine un murmure, mais avec une autorité qui vous transperçait les os. « Tu veux répéter ça? » Sal déglutit difficilement. Sa bravade s'écroulait comme un château de cartes. « Je voulais juste te dire qu'on perd de l'argent, patron. »« L'argent, ça se remplace, » répondit Julien glacial. « Le sang, non, on atteint. » J'étais figé, caché dans l'ombre, mon cœur battant la chamade. Julien n'était pas juste un homme d'affaires, un simple propriétaire de restaurant. C'était un prédateur qui gardait d'autres prédateurs en laisse. Ce détail, je l'ai compris ce soir-là. Avant, je le voyais comme mon employeur, un homme dangereux, oui, mais différent. Avant cette nuit-là, avant la maison, avant même ce travail, il y avait eu le Saphir Noir, un restaurant où l'on allait pour dépenser de l'argent et être vu, pas vraiment pour manger. Le genre d'endroit où les velours étaient d'un rouge profond et où l'air sentait le cigare et la peur. C'était il y a, un peu plus d'un an. Mon troisième double service d'affilée, mes pieds me lançaient dans mes ballerines bon marché. Le loyer de mon studio minable à la périphérie de Marseille était en retard. Je me souviens très bien de ça, de cette boule d'angoisse dans ma poitrine. Greg, le gérant, une espèce de type moite et stressé, m'avait hurlé de resservir la table 4, des hommes qui contrôlaient la moitié des docks. Et ne les regarde pas dans les yeux, Murray. Tu sais qui c'est. Je savais. Tout le monde savait. Mais la tension ce soir-là ne venait pas d'eux. Elle venait de la table 9. Là, il y avait ce Richard, le fils d'un juge très connu. Un ivrogne odieux, déjà 3 bouteilles de vin au compteur. Il harcelait le personnel depuis 1 heure, mais à cause de son père, Greg refusait de le virer. « Hé, ma jolie !» avait-il braillé, claquant des doigts. « Où est-ce mon steak? » Je l'ai commandé saignant, pas cru. J'avais pris une grande inspiration,
forçant un sourire de service. « Je vérifie tout de suite, monsieur. La cuisine est juste... » « Je me fiche de la cuisine. » Il avait frappé la table, faisant sauter les couverts. J'avais reculé. C'est là que j'ai vu Pierre. Le petit Pierre. Il devait avoir 6 ans, pas plus. Il errait près de l'aquarium, le séparant du salon VIP, tenant son petit robot jouet. Il était perdu. Je ne savais pas que c'était le fils de Julienne, ni même que Julienne était là. Pierre avait heurté la chaise de Richard, un tout petit choc, un rien. Mais pour un ivrogne qui cherchait la bagarre, c'était une provocation. Richard s'était levé, le visage cramoisi. « Fais attention, sale gosse !» Les yeux de Pierre s'étaient écarquillés. « Je suis désolé, » avait-il murmuré. « Désolé? Tu m'as fait renverser mon vin sur un costume à 2000 €. » Bien sûr, il n'avait pas renversé une goutte. Mais les faits, ça ne compte pas pour des types comme lui. Il avait levé une main lourde sur l'enfant. Les gardes du corps de Pierre étaient bloqués derrière une vitre. Pierre avait fermé les yeux, attendant le coup. Mais le coup n'était jamais venu. Un flou d'uniforme noir et de tablier blanc, moi. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas calculé le risque. J'ai juste vu un enfant sur le point de se faire frapper, et mes instincts, affûtés par une enfance que je m'efforçais d'oublier, ont pris le dessus. Je me suis jeté entre Richard et le garçon, protégeant Pierre de mon corps. Le revers de main de Richard m'avait frappé en plein sur la pommette. J'avais été projeté de côté, atterrissant sur un chariot de desserte. Des verres s'étaient brisés. Le silence était assourdissant. Je me suis relevé instantanément, ignorant la douleur, le goût métallique du sang dans ma bouche. J'ai attrapé Pierre, le tirant derrière moi. « Ne le touche pas !» avais-je sifflé, ma voix tremblante mais forte. « C'est juste un petit garçon. » Richard était resté bouche bée, puis sa stupéfaction s'était transformée en rage aveugle. Il avait attrapé un couteau à steak. « Putain de petite sèbe, hein! Tu sais qui je suis? » Je m'étais préparé, serrant l'épaule de Pierre. « Je me fiche de qui vous êtes, » avais-je dit, les yeux dans les siens. « Vous ne blesserez pas cet enfant. » Il avait fait un pas pour s'élancer, mais une main, lourde et froide comme du fer, s'était posée sur son épaule. La température dans la pièce avait chuté de 10 degrés. « Je crois, » avait dit une voix de baryton, calme mais d'une obscurité terrifiante, que la dame a dit de ne pas le toucher. Richard avait essayé de secouer de la main, mais il ne pouvait pas bouger. Il s'était retourné et avait levé les yeux, encore et encore. Là, debout, se tenait Julien Valenté, le propriétaire du Saphir Noir, le Don de Marseille, comme on disait, le père de Pierre. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas fait de scène. Il irradiait juste une sorte d'immobilité létale. Il avait regardé Richard, puis moi, ma joue qui commençait déjà à enfler et à prendre une teinte violette sombre. Finalement, son regard s'était posé sur son fils, qui tremblait derrière mes jambes. « Pierre, » avait dit Julien doucement, « viens ici. » Le garçon avait lâché mon tablier et avait couru vers son père, enfouissant son visage dans le pantalon de marque de Julien. Julien avait posé une main protectrice sur la tête du garçon, mais ses yeux n'avaient jamais quitté Richard. « Sais-tu le fils de qui tu as essayé d'agresser? » Richard, dégrisé rapidement, avait commencé à bégayer. « Je ne savais pas. » Il m'a bousculé. « Écoutez, Valenté, mon père est le juge Richard. » Le juge Richard, avait répété Julien, savourant le nom. « Un homme bon, un homme qui me doit 3 services. » Julien avait penché la tête. « Je me demande s'il échangera un de ses services pour te garder en vie, ou s'il décidera qu'il en a marre de payer tes cautions. » Richard était devenu livide. « Écoutez, c'était une erreur. La serveuse, elle s'est mise en travers. » Julien avait relâché l'épaule de Richard et avait fait un pas vers moi. La foule observait, le souffle coupé. Je m'étais appuyé contre le bord, mon cœur martelant mes côtes comme un oiseau en cage. Je m'attendais à être viré.
à me faire engueuler pour avoir provoqué une scène dans le restaurant d'un chef de la mafia. Julien avait tendu la main. J'avais tressailli. Il s'était arrêté, ses yeux s'adoucissant d'une fraction. Il avait sorti un mouchoir en soie de sa poche poitrine et me l'avait doucement offert. « Vous saignez, mademoiselle? » « Marie, avais-je murmuré, prenant le tissu. J'avais tamponné ma lèvre. « Marie Holloway. »« Marie, » avait dit Julien, testant le nom. Il avait regardé le bleu qui se formait sur mon visage. Un muscle de sa mâchoire s'était contracté. « Vous avez pris un coup pour mon fils. » Il était effrayé, avais-je réussi à dire. Je n'ai pas réfléchi. Clairement, avait murmuré Julien. Il s'était retourné vers la salle. Il avait claqué des doigts. 2 hommes en costume sombre étaient sortis des ombres. « Accompagnez M. Richard au sous-sol. Je m'occuperai de lui après le dîner. »« Non, non, attendez !» avait hurlé Richard, traîné, ses talons raclant le marbre. « Mon père, vous ne pouvez pas faire ça !» Les portes de la cuisine s'étaient refermées, coupant ses cris. Julien s'était tourné vers Greg, le gérant, qui suait à grosses gouttes. « Monsieur Valente et monsieur, » avait balbutié Greg, « je suis tellement désolé. J'ai essayé de contrôler la situation, mais cette fille, elle l'a provoqué. » Julien avait levé la main. « Stop, monsieur. Vous avez regardé un homme ivre lever la main sur un enfant dans mon établissement, » avait dit Julien, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Et vous n'avez rien fait. Puis, quand une serveuse a fait votre travail à votre place, vous essayez de la blâmer? »« Sortez, » avait dit Julien. « Vous êtes viré. Si je vous vois à Marseille au lever du soleil, vous rejoindrez M. Richard au sous-sol. » Greg s'était enfui. Julien s'était retourné vers moi. L'adrénaline s'estompait et mes genoux avaient enfin lâché. J'avais vacillé, mais Julien m'avait rattrapé par le coude, me stabilisant. Sa prise était ferme, chaude et étonnamment douce. « C'est fini pour vous ce soir, » avait déclaré Julien. Ce n'était pas une question. « Je ne peux pas, » avais-je protesté faiblement, en me reculant. « J'ai besoin des pourboires, mon loyer. » Julien m'avait regardé, vraiment regardé, pour la première fois. Il avait vu mes chaussures usées, l'ourlet effiloché de ma jupe, l'épuisement gravé sous mes yeux. Il avait fouillé dans sa veste, en avait sorti une liasse de billets et en avait détaché une pile de billets de 100 €. Il ne l'avait pas compté. Il devait y avoir au moins 5 000. Il me l'avait pressé dans la main. « Rentrez chez vous, Marie Holloway, » avait-il dit. « Prenez soin de ce visage. » Avant que je ne puisse argumenter, il avait soulevé Pierre dans ses bras et s'était dirigé vers la sortie, ses gardes du corps le flanquant comme une phalange. J'étais resté là, serrant l'argent, le mouchoir en soie et les regards de 50 clients qui me brûlaient le dos. Je ne le savais pas encore, mais je venais de passer l'entretien le plus dangereux de ma vie. 3 jours ont passé. Je n'étais pas retourné au Saphir Noir. J'avais utilisé une partie de l'argent que Julien m'avait donné pour payer mon loyer et acheter des courses, des vraies courses, pas juste des nouilles instantanées. J'avais passé le reste du temps à soigner ma joue et à chercher un nouveau travail. Je supposais que mon temps dans ce club chic était terminé. J'étais trop associé au drame maintenant. Le vendredi matin, un coup frappa à la porte de mon mince appartement. J'ai figé, j'ai regardé par le Judas. Ce n'était pas le propriétaire. C'était un homme que je reconnaissais du restaurant. Un des gardes du corps. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et un visage à la fois gentil et sévère. C'était Luca, le conseiller de Julien. J'ai entrouvert la porte, laissant la chaîne. « Je peux vous aider? »« Mademoiselle Holloway, » a dit Luca poliment. « Monsieur Valente demande votre présence. »« Je ne suis pas en difficulté, n'est-ce pas? » ai-je demandé, l'estomac noué. Je n'ai pas parlé à la police à propos de Richard, je le jure. Luca a esquissé un petit sourire sec. Monsieur Richard a été pris en charge. Il n'y a pas d'enquête policière. Monsieur Valente veut vous offrir un emploi. J'ai déjà un emploi. Enfin, j'en avais un. Pas comme serveuse, a dit Luca. S'il vous plaît, la voiture est en bas.
La curiosité et une bonne dose de peur m'ont fait accepter. Je me suis habillé avec ma meilleure blouse et j'ai suivi Luca jusqu'à un SUV noir élégant, blindé, qui tournait au ralenti au bord du trottoir. Le trajet nous a menés hors de la ville, au-delà des banlieues, jusqu'au domaine isolé de la côte près de Cassis. Nous nous sommes arrêtés devant un immense portail en fer forgé orné d'un V. Les portes se sont ouvertes, révélant une allée qui serpentait à travers des jardins manucurés, passant des fontaines, menant à un manoir qui ressemblait plus à une forteresse. À l'intérieur, la maison était silencieuse et imposante. Des sols en marbre, des œuvres d'art Renaissance et des gardes à chaque couloir. Luca m'a conduite à une bibliothèque qui sentait le vieux papier et le cuir. Julien se tenait près de la fenêtre, regardant le domaine. Il s'est retourné quand je suis entré. Le bleu sur ma joue avait pâli en un vert jaunâtre. « Mademoiselle Halloway », a-t-il dit en hochant la tête. « Merci d'être venu. »« Monsieur Valente », ai-je répondu, serrant mon sac à main. « De quoi s'agit-il » Julien a désigné une chaise. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il a versé 2 verres d'eau en plaçant un devant moi. « J'ai examiné votre dossier, Marie. Père décédé, mère dans une institution spécialisée en Ohio. » Non, attendez, c'était donc la Creuse. « Oui, la Creuse. Et vous avez abandonné vos études d'infirmière il y a 2 ans pour payer ces factures médicales. Vous travaillez 60 heures par semaine et vous êtes toujours endetté. » Je me suis raidi. « Est-ce un crime d'être pauvre, monsieur Valente? »« Non, » a dit Julien, « c'est une tragédie, surtout pour quelqu'un avec vos instincts. » Il s'est appuyé contre le lourd bureau en chêne. « Mon fils Pierre, il n'a plus parlé depuis l'incident au restaurant. » Ma posture défensive s'est adoucie. « Il va bien? » Physiquement, oui, mais Pierre a eu une vie difficile. Sa mère est morte quand il avait 2 ans. Je suis un homme occupé. J'ai des ennemis. Pierre a eu 4 nounous l'année dernière. Elles ont soit démissionné parce qu'elles ne supportaient pas l'isolement, soit je les ai virées parce qu'elles le traitaient comme un travail, pas comme un enfant. Les yeux de Julien ont plongé dans les miens. Vous vous êtes jeté devant un sociopathe ivre pour un enfant que vous ne connaissiez pas. Vous ne l'avez pas fait pour l'argent. Vous ne l'avez pas fait pour la célébrité. Vous l'avez fait parce que vous possédez une qualité rare dans mon monde. La loyauté envers l'innocent. Je ne suis pas une nounou, ai-je dit doucement. Vous étiez étudiante en soins infirmiers. Vous connaissez les premiers secours, votre patience. Et Pierre vous a demandé. J'ai cligné des yeux. Il a fait ça. Il a fait un dessin, a dit Julien, faisant glisser une feuille de papier sur le bureau. C'était un dessin au crayon d'un petit garçon, d'une grande silhouette sombre, Julien, et d'une femme en tablier de serveuse avec une cape de super-héroïne. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. « Je veux que vous soyez sa gouvernante à demeure, » a dit Julien. « Votre tâche principale est de veiller sur lui, d'être avec lui, de vous assurer qu'il se sente en sécurité. En échange, je paierai toutes les dettes médicales de votre mère. Je paierai ses soins dans la meilleure clinique du pays. Et je vous donnerai un salaire de 10 000 € par mois. » Ma bouche s'est ouverte. C'était une somme d'argent qui changerait une vie. C'était de la liberté. Mais j'ai regardé autour de la pièce. Les gardes à l'extérieur, les caméras de sécurité, l'atmosphère pesante de danger. « Et que se passera-t-il » ai-je demandé, ma voix stable. « Quand vos ennemis reviendront pour lui, parce qu'ils le feront, n'est-ce pas? » L'expression de Julien s'est assombrie. Il a contourné le bureau et s'est arrêté à quelques centimètres de moi. L'odeur de bois de santal et de danger m'a submergé. « Alors, j'attends de vous que vous fassiez exactement ce que vous avez fait au restaurant, » a dit Julien à voix basse. « Protégez-le, et en retour, Marie, je vous protégerai. Personne ne touche à ce qui est à moi. » Ce qui est à moi, la tournure de phrase m'avait fait frissonner. Il parlait de Pierre, n'est-ce pas? J'ai une condition, ai-je dit, me surprenant moi-même. Julien a haussé un sourcil. Pas de secret concernant la sécurité de Pierre. S'il y a une menace, je dois le savoir.
Je ne marcherai pas aveuglément dans une zone de guerre. Julien m'a regardé longuement, m'évaluant. Puis, il a tendu la main. Marché conclu. J'ai serré sa main. Sa peau était rugueuse, cailleuse. Au moment où nos mains se sont touchées, une étincelle d'électricité nous a parcourus tous les deux. Julien a retiré sa main légèrement plus lentement que nécessaire. Bienvenue dans la famille, Marie. Je ne le savais pas alors, mais je venais de signer un contrat d'un sang. Et les menaces envers Pierre ne venaient pas seulement de l'extérieur des portes. Le véritable danger était déjà à l'intérieur de la maison. La vie au domaine Valenté était un paradoxe. C'était l'endroit le plus sûr de Marseille. Pourtant, c'était comme vivre à l'intérieur du canon d'une arme chargée. Pendant les 2 premières semaines, je n'ai quasiment pas vu Julien. Il était un fantôme dans sa propre maison, partant avant l'aube et revenant bien après que la maison soit plongée dans l'obscurité. Je me suis entièrement concentré sur Pierre. Le garçon était traumatisé, muet et terrifié par les bruits forts. J'ai commencé doucement. Je ne l'ai pas forcé à parler. Je me suis simplement assise sur le sol de sa salle de jeu, une pièce remplie de jouets coûteux qui n'avaient clairement jamais été touchés, et j'ai lu des livres à voix haute. Je lui ai préparé des croque-monsieur au lieu des repas gastronomiques du chef. Je lui ai appris à lasser ses chaussures, quelque chose que ses précédents nounous avaient fait pour lui. Je me souviens d'une nuit, la première semaine peut-être, quand je ne pouvais pas dormir. Je repensais à ma mère, à ses conseils. Elle disait toujours, « Marie, méfie-toi de ce qui semble trop beau. » Elle parlait des marchands sur le marché, mais là, dans cette immense maison, avec Julien et ses promesses, tout sonnait trop parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure, bien avant d'arriver ici. Il y avait toujours un prix, toujours une ombre. Mais pour Pierre, je me disais que ça valait le coup de voir cette ombre de plus près. La percée s'est produite un jeudi après-midi dans le vaste jardin du domaine. J'étais agenouillé dans la terre, plantant des œillets d'Inde. Pierre me regardait d'à bonne distance. « Tu sais, ai-je dit sans le regarder, les vers de terre, c'est bon pour la terre. Ils aident les fleurs à respirer. » Pierre s'est approché d'un pas. Il s'est accroupi, piquant la terre avec un bâton. Il m'a regardé, puis le ver, se tortillant sur ma truelle. « Ça leur fait mal, » a chuchoté Pierre. Sa voix était rauque par manque d'usage. Mon cœur a bondi, mais j'ai gardé ma voix calme. Non, ils aiment la terre. C'est leur maison. Pierre a souri, un petit sourire sincère. Bon travail, mademoiselle Halloway. J'ai sursauté, me retournant. Julien se tenait sur le chemin de Pierre du Patio. Il avait retiré sa veste de costume, sa chemise blanche était retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras noueux de muscles et d'encre. Il avait l'air fatigué, les ombres sous ses yeux étaient sombres et lourdes. « Il n'a pas parlé depuis des mois, » a dit Julien doucement, regardant son fils jouer dans la terre. « Pas depuis sa mère, » a-t-il laissé en suspens. Il avait juste besoin de quelqu'un qui écoute, pas seulement qui surveille, ai-je dit, essuyant mes mains sales sur mon jean. Je me sentais soudain très mal habillé à côté de lui. Julien s'est approché. Il n'a pas regardé Pierre. Il m'a regardé moi. L'intensité de son regard m'a coupé le souffle. J'ai un dîner d'affaires ce soir à la maison. Mes capots, mes capitaines viennent. Je dois garder Pierre à l'étage. Certains de ces hommes, ils ne sont pas faits pour être vus par des enfants. Compris, ai-je dit. Et Marie. Julien s'est approché. Il a tendu la main, son pouce frôlant ma mâchoire là où l'ecchymose avait enfin disparu. Son contact était électrique, envoyant une décharge de chaleur directement à mon corps. Restez hors de vue pour votre propre sécurité. C'était ce soir-là que j'avais failli me faire attraper dans la cuisine, oui. Ce soir-là où tout a vraiment commencé à se compliquer. C'est fou, rétrospectivement, de penser à toutes les coïncidences, à tous les « et si ». Si je n'avais pas eu soif, si j'avais choisi une autre route pour la cuisine, si les portes n'avaient pas été un peu ouvertes.
On se dit que c'est le destin, non? Mais je ne sais pas trop. Le destin, c'est un mot trop grand pour des choses si triviales. On dirait plutôt une succession de bêtises et de hasards qui, bizarrement, finissent par s'assembler. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ce genre de choses vous est déjà arrivé, à vous? De sentir que le monde entier bascule à cause d'un détail minuscule, presque insignifiant? Ce soir-là, la maison s'était transformée. Des SUV noirs remplissaient de l'allée. Des hommes au visage marqué et aux vestes épaisses patrouillaient les couloirs. Du haut du grand escalier, j'entendais le grondement des voix dans la salle à manger en bas. De la fumée s'élevait, épaisse et piquante. Pierre dormait. Moi, agité, j'étais allé à la cuisine pour chercher de l'eau. J'avais dû passer devant la salle à manger. Les doubles portes étaient légèrement entr'ouvertes. À travers la fente, je les avais vus. 12 hommes assis autour d'une longue table en acajou. Julien était assis à la tête, ressemblant à un roi parmi les loups. À sa droite se trouvait Salvatore. « On doit frapper les cargaisons des Merciers maintenant », avait argumenté Sal, claquant sa main sur la table. « Il manque de respect à notre territoire dans le sud de la Provence. Si on ne frappe pas, on a l'air faible. »« On ne frappe pas », avait dit Julien, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. « Pas tant que la police surveille les ports. On attend. »« Détendre, c'est pour les lâches », avait craché Sal. Luca avait perçu la tension immédiatement. D'où il se tenait, à l'entrée du salon, son attention était comme toujours divisée entre l'ambiance générale et le comportement de chaque homme à table. Il connaissait Salvatore depuis des décennies, avait vu ses ambitions grandir, sa patience s'effriter. Ce soir, Sal était en mode provocation, c'était clair. Les mots sur lâche avaient résonné comme un coup de fusil dans la pièce. Luca avait vu Julien se lever, sans un mot, juste en ajustant ses manchettes. C'était ça, la véritable puissance de Julien. Une tranquillité mortelle. Il savait qu'un don ne criait pas. Il laissait les autres se consumer dans leur propre colère. C'est à ce moment-là que Luca avait entendu un bruit. Un petit craquement près de la porte de service de la cuisine. Il avait toujours eu l'ouïe fine, un atout précieux dans ce monde. Sal avait tourné la tête, son regard de serpent immédiatement attiré. Luca avait compris en une fraction de seconde. Quelqu'un était là où il ne devait pas être. Et au moment où les gardes s'étaient rués vers l'ombre et que Marie avait été traînée à la lumière, Luca avait vu le sang de Julien se glacer. Ce n'était pas juste une intrusion, c'était une confrontation devant tous. Et Sal, bien sûr, n'avait pas manqué l'occasion. « eh bien, » avait ricané Sal, la dévisageant. « La serveuse, c'est la nouvelle bête de compagnie que tu as ramassée, Julien? Je ne savais pas qu'on amenait des chiens errants à table. » Les autres hommes avaient ri. Marie, le visage brûlant d'humiliation, avait croisé le regard de Julien. Et Luca avait vu dans les yeux de son patron une colère froide, une tempête silencieuse qui allait s'abattre. Julien ne riait pas. Il avait contourné la table, le bruit de ses pas lourds et délibérés. Il s'était arrêté devant moi. Il avait regardé les gardes qui me tenaient des bras. « Lâchez-la », avait-il ordonné. Il m'avait relâché immédiatement. Julien s'était tourné vers Sal. « Cette femme a sauvé la vie de mon fils. Elle a plus de courage dans son petit doigt que toi dans tout ton corps, Sal. » Il s'était retourné vers moi et devant tous ces hommes, il avait pris ma main. Il l'avait portée à ses lèvres, embrassant mes phalanges. C'était un geste de respect, de possession. « Messieurs, » avait annoncé Julien, ses yeux défiant quiconque d'objecter. « Voici Marie, elle est sous ma protection personnelle. Quiconque lui manque de respect me manque de respect, et vous savez ce qui arrive aux gens qui me manquent de respect. » Le silence était absolu. Sal avait baissé les yeux, sa mâchoire serrée, une veine pulsant à sa tempe. « Monte à l'étage, Marie », m'avait murmuré Julien à l'oreille, son souffle chaud. « Je passerai te voir plus tard. » J'avais fui la pièce, le cœur battant à tout rompre. J'avais réalisé deux choses cette nuit-là.
Julien Valente tombait amoureux de moi et Salvatore Genovese voulait ma mort. 2 semaines après le dîner, l'atmosphère dans la maison avait changé. Les gardes avaient doublé. Julien dormait moins, restant souvent dans son bureau jusqu'à 4 heures du matin. Pierre et moi avions développé une routine. Chaque matin, nous explorions une pièce différente du grand manoir. Un mardi, nous nous étions retrouvés dans l'aile ouest, une zone que le personnel évitait habituellement. On joue à cache-cache, avait chuchoté Pierre, tirant ma main. D'accord, compte jusqu'à 10, avais-je souri. Pierre avait couvert ses yeux. J'avais couru dans le couloir, cherchant une cachette. J'avais vu une porte légèrement entr'ouverte, l'entrée de service de la bibliothèque. Je m'étais glissé à l'intérieur, m'accroupissant derrière un lourd rideau de velours. J'attendais que Pierre me trouve. Au lieu de cela, j'avais entendu la lourde porte en chêne de l'autre côté de la pièce s'ouvrir. Des pas lourds étaient entrés. La ligne est sécurisée? Une voix avait sifflé. Je m'étais figé. Je reconnaissais cette voix. C'était Sal. Oui, je suis seul, disait-il dans son téléphone. Écoute, il ne mord pas à l'hameçon des cargaisons. Julien est trop prudent. Non, je ne peux pas juste le supprimer. Les hommes sont trop loyaux. Il nous faut une diversion, quelque chose qui le brise. J'avais retenu mon souffle, pressant ma main sur ma bouche. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Le gamin, avait dit Sal, le gamin est le seul point faible. Non, le gala, c'est vendredi prochain. La sécurité sera renforcée, mais c'est moi qui gère les détails du périmètre. Je peux te laisser un trou. Oui, le grand hôtel, sortie de service, ascenseur de service 3. Tu attrapes le garçon et Valente déchirera la ville pour le retrouver. Il fera une erreur et alors on le supprime. Mon sang s'était glacé. Le gala. Vendredi prochain. Sal prévoyait de kidnapper Pierre pour attirer Julien dans un piège. C'est fait. Vive Mercier, avait chuchoté Sal et il avait raccroché. J'avais attendu que la porte se referme et que les pas s'estompent. Je m'étais effondré contre le mur, tremblante. Je devais le dire à Julien. J'avais couru à son bureau. Les gardes avaient essayé de m'arrêter, mais je les avais repoussés. Je dois le voir maintenant. J'avais fait irruption dans le bureau. Julien était en conférence téléphonique. Il avait levé les yeux, agacé, mais voyant mon visage pâle et terrifié, il avait raccroché immédiatement. Tout le monde dehors, avait-il aboyé à ses lieutenants. Ils étaient sortis. « Marie, qu'y a-t-il » Julien s'était précipité vers moi, me serrant les épaules. « C'est Pierre ?»« C'est Sal, c'était, avais-je haleté. Je l'ai entendu dans la bibliothèque. Il travaille avec les Merciers. Ils vont prendre Pierre au gala de charité vendredi. » Julien était resté immobile comme une pierre. Ses yeux, habituellement d'un gris orageux, étaient devenus noirs. « Tu es sûr ?» Il a mentionné l'ascenseur de service 3 au Grand Hôtel. Il a dit qu'il laisserait un trou dans la sécurité. Julien m'avait relâché et s'était dirigé vers la fenêtre. Il était resté là longtemps. Quand il s'était retourné, son visage était un masque d'un calme terrifiant. « Merci, Marie, tu as bien fait. »« Vous devez annuler le gala, avais-je dit. Ou virer Sal, l'arrêter. »« Non, avait dit Julien. »« Quoi? Si je le vire maintenant, il se planque. Je ne saurai jamais qui sont ses contacts. Je ne saurai jamais à quel point la pourriture est profonde. » Julien s'était dirigé vers son bureau et avait ouvert un tiroir en sortant un lourd pistolet noir mat. Il avait vérifié la chambre. « Nous allons au gala, avait dit Julien, et nous allons laisser Sal penser que son plan fonctionne. »« Vous utilisez votre fils comme appât, avais-je crié. « Vous êtes fou. »« J'utilise moi-même comme appât, m'avait corrigé Julien, sa voix montant. Pierre ne sera nulle part près de cet ascenseur. Je change personnellement les détails de la sécurité, mais j'ai besoin que Sal fasse son coup pour que je puisse couper la tête du serpent. » Il s'était approché de moi, son expression s'adoucissant. Il avait pris mon visage dans ses mains. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, Marie.
Je brûlerai cette ville jusqu'à la cendre avant de laisser quiconque blesser Pierre. Ou toi. Et qui vous protège? Avais-je chuchoté, les larmes me piquant les yeux. Julien avait appuyé son front contre le mien. C'est toi, avait-il murmuré. Et puis, pour la première fois, il m'avait embrassé. Ce n'était pas doux, c'était désespéré, alimenté par la peur et l'adrénaline. Ça avait le goût du whisky et du danger. Je m'étais fondu en lui, agrippant les revers de son costume. Pendant un instant, la guerre à l'extérieur n'existait pas. Il n'y avait que la chaleur de son corps et la promesse de sa protection. Quand il s'était retiré, il avait eu l'air secoué. « Prépare-toi, Marie. Vendredi soir, nous allons à la guerre. Et tu seras à mes côtés. » La salle de bal du Grand Hôtel était une mer de diamants, de smoking et de champagne. Le gala de Charité Valente était l'événement social de la saison, un moyen pour la famille de blanchir son argent sale et de ressembler à des piliers de la communauté. Je portais une robe longue émeraude que Julien m'avait achetée. Elle avait une fente jusqu'à la cuisse qui dissimulait un couteau dentelé attaché à ma jambe. Julien avait insisté. « Souris », m'avait chuchoté Julien, son bras serré autour de ma taille. Il était dévastateur dans un smoking, mais ses yeux scrutaient chaque coin de la pièce. « J'ai l'impression que je vais vomir », avais-je murmuré entre mes dents, souriant à l'épouse d'un sénateur. « Reste près de Pierre. » Pierre était assis à la table familiale, coloriant un livre, flanqué de 4 gardes auxquels Julien faisait confiance. Des hommes sur lesquels Sal n'avait aucune influence. Sal était là aussi. Il était près de l'entrée, parlant dans son oreillette, jouant parfaitement son rôle de sous-chef loyal. Il avait fait un signe de tête à Julien. Julien avait répondu. La supercherie était parfaite. Le piège était tendu pour 22 heures. À 21h55, les lumières de la salle de bal avaient vacillé. « C'est parti », avait chuchoté Julien. Il avait serré ma main. « Va vers Pierre maintenant. » Je m'étais déplacé. J'avais atteint la table juste au moment où le courant principal avait été coupé. La salle de bal avait été plongée dans l'obscurité. Des cris avaient éclaté. « Prenez le garçon », avait rugi une voix dans l'obscurité. Des éclairs de muzzle illuminaient la pièce comme des stroboscopes. Des coupes de feu avaient éclaté près de l'entrée. Ce n'était pas l'extraction précise que Sal avait prévue. C'était le chaos. « Marie, à terre !» L'un des gardes loyaux m'avait poussé, moi et Pierre, sous la lourde table. Le bruit des balais mordant le bois au-dessus de nous était assourdissant. Pierre avait crié, se couvrant les oreilles. Je m'étais enroulé autour de lui, enfouissant sa tête dans ma poitrine. « Ça va, je te tiens », avais-je chanté, bien que j'étais terrifié. À travers le chaos, j'avais vu Julien. Il ne se cachait pas. Il se tenait au centre de la pièce, tirant avec une précision mortelle sur un groupe d'hommes qui se précipitaient vers la scène. Mais j'avais vu quelque chose que Julien n'avait pas vu. Sal n'était pas à l'entrée. Il se déplaçait à travers la panique, flanquant Julien par la gauche. Il avait un pistolet silencieux, et il ne visait pas les assaillants. Il visait le dos de Julien. « Julien, derrière toi !» avais-je hurlé. Ma voix s'était perdue dans le bruit. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis précipité dessous la table, attrapant un lourd seau à champagne en argent. Sal avait levé son arme. J'avais sprinté. J'étais à 6 mètres. À 3. Juste au moment où Sal avait pressé la gâchette, j'avais lancé le lourd seau de toutes mes forces. Il avait frappé Sal au coude. Son coup était parti de travers, effleurant l'épaule de Julien, au lieu de lui transpercer le cœur. Julien s'était retourné. Il avait vu Sal. Il m'avait vu, exposé au milieu de la fusillade. « Sal !» avait rugi Julien, un son de pure trahison et de rage. Sal, réalisant qu'il avait manqué son coup, n'avait pas hésité. Il avait attrapé le bouclier humain le plus proche. « Marie !» Il m'avait passé un bras autour de la gorge, me pressant l'arme contre la tempe. « Lâche-la, Julien !» avait hurlé Sal, me traînant en arrière vers la sortie de service. « Lâche-la ou la fille va repeindre le sol. »
La pièce s'était figée. Les tueurs des Merciers avaient été neutralisés par les gardes de Julien, mais le traître était toujours debout. Julien se tenait haletant, le sang s'infiltrant à travers sa chemise de smoking blanche. Son arme était pointée sur la tête de Sal. Sa main ne tremblait pas, mais ses yeux étaient remplis d'une terreur que je n'avais jamais vue. « Lâche-la, Sal, avait dit Julien, sa voix tombant à un grognement démoniaque, et je te laisserai mourir rapidement. »« Tu es devenu mou, patron, » avait craché Sal, reculant à travers les doubles portes. « Tu as laissé une jupe tout ruinée. »« J'ai fait ça pour la famille. » Sal m'avait traîné dans le couloir de service. Les portes de l'ascenseur étaient ouvertes. Il m'avait poussé à l'intérieur et avait appuyé sur le bouton du parking. Non! Julien avait sprinté vers nous. La porte s'était refermée juste au moment où Julien s'écrasait contre elle. J'étais seul dans l'ascenseur avec l'homme qui voulait me tuer. J'avais regardé l'arme dans sa main, puis le couteau caché dans ma robe. Sal haletait, essuyant la sueur de son front. « Putain d'idiote » avait-il murmuré, regardant les numéros d'étage. « Tu aurais dû rester serveuse. » Il s'était tourné pour me frapper avec la crosse de son pistolet. Je n'avais pas attendu. J'avais relevé ma robe, arraché le couteau de son étui et l'avais enfoncé dans la cuisse de Sal. Sal avait hurlé, lâchant l'arme. J'avais donné un coup de pied pour l'éloigner. L'ascenseur avait retenti. Niveau B2 parking. Les portes s'étaient ouvertes. Je m'étais précipité dehors, mais Sal m'avait attrapé à la cheville. Je lui avais donné un coup de pied au visage, lui brisant le nez, et j'avais roulé sur le sol en béton. Je m'étais relevé, courant dans le parking sombre et résonnant. « Je vais te tuer !» avait hurlé Sal, boitant derrière moi, du sang coulant le long de sa jambe. Je m'étais caché derrière un pilier en béton. J'étais piégé. Pas de téléphone, pas d'armes, et un tueur qui me chassait dans l'obscurité. Soudain, des pneus avaient crissé. Une Maserati noire avait rugi le long de la rampe, les phares aveuglants. Elle avait dérapé au coin, percutant Sal et le clouant contre le mur. La voiture s'était arrêtée. La porte s'était ouverte. Julien en était sorti. Il n'avait pas regardé Sal, qui gémissait, écrasé à partir de la taille. Il avait marché droit vers moi. Il était couvert de sang. Un peu le sien, surtout celui des autres. Il ressemblait à l'ange de la mort. « Tu es blessé ?» avait-il exigé, me scrutant frénétiquement. Je vais bien. » J'avais tremblé. Julien m'avait serré dans une étreinte à briser les os. Il avait enfoui son visage dans mon cou, respirant mon odeur. Pendant un instant, le don de la mafia avait disparu et il n'y avait qu'un homme terrifié tenant la femme qu'il aimait. « J'ai cru que je t'avais perdu » avait-il chuchoté. « Julien » avais-je dit, reculant. « Sal, il est... » Julien s'était retourné pour regarder le traître coincé par la voiture. Sal était toujours vivant, toussant du sang. Le visage de Julien s'était durci comme du granit. « Monte dans la voiture, Marie. Ferme les yeux. » Julien ne... Monte dans la voiture. J'avais obéi. Je m'étais assise sur le siège passager, fermant la lourde porte. J'avais fermé les yeux très fort. J'avais entendu Sal supplier. « Julien, s'il te plaît, nous sommes de la famille. S'il te plaît. » Famille. La voix de Julien était étouffée à travers la vitre. La famille ne touche pas à ce qui est à moi. Un seul coup de feu avait retenti, puis le silence. Julien était remonté dans la voiture. Il avait fait marche arrière, libérant le corps, et avait quitté le garage en trombe. Il conduisait d'une main, l'autre serrant de la mienne si fort que mes doigts s'engourdissaient. « Où allons-nous » avais-je demandé, regardant les lumières de la ville filer. « À la maison ?» ?»« Non » avait dit Julien. « La maison n'est plus sûre. Les Merciers savent où nous vivons. Nous allons à la planque. Et Pierre, il est déjà en route avec Luca. Nous les rejoindrons là-bas. » Julien m'avait regardé, ses yeux brûlants. « La guerre a commencé, Marie, et il n'y a pas de retour en arrière.
La planque était située sur un promontoire déchiqueté surplombant les eaux noires agitées de la Méditerranée, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Marseille. Ce n'était pas une maison. C'était un bunker déguisé en architecture moderne, béton froid, verre par balle, et un silence si profond qu'il en devenait pesant. Quand la Maserati de Julien avait crissé sur l'allée de gravier, traînant le pare-choc où il avait heurté la glissière d'autoroute, le moteur fumait. Luca était déjà sur le porche, le visage grave, un fusil d'assaut en bandoulière sur la poitrine. Il n'avait pas posé de questions. Il avait vu le sang imprégner la chemise blanche de Julien et la pâleur terrifiante de mon visage. « Faites-le entrer », avait ordonné Luca, abandonnant son poste pour ouvrir la portière de la voiture. « Pierre, cours à la pièce sécurisée au sous-sol. Le code est ton anniversaire. Vas-y. » Pierre, serrant l'ourlet de sa chemise de pyjama, avait regardé son père. Julien était à peine conscient, sa tête pendait contre l'appui-tête en cuir, sa respiration était faible et sifflante. « Vas-y, Pierre !» avais-je étouffé, poussant le garçon doucement mais fermement vers les lourdes portes en chêne. « Nous arrivons tout de suite. » Alors que le garçon disparaissait dans la maison, Luca et moi avions traîné le poids mort de Julien dans le salon blanc stérile. Nous l'avions étendu sur le canapé en cuir, qui s'était immédiatement taché de cramoisi. La balle du gala avait fait plus de dégâts que je ne le pensais initialement. L'adrénaline s'estompait et son corps entrait en état de choc. La trousse de secours est dans le tiroir du bas de l'îlot de cuisine, avait aboyé Luca, déchirant la chemise de Julien. Je dois sécuriser le périmètre. Nous avons peut-être 10 minutes avant que les hommes de Mercier ne repèrent la voiture. Vous me laissez seul avec lui? Avais-je paniqué, mes mains tremblant alors que je saisissais la lourde boîte médicale. Vous étiez infirmière, n'est-ce pas? Luca avait vérifié le chargeur de son fusil. Sauvez-le, je les retiendrai du porche. Luca avait disparu dans la nuit. J'étais seul avec l'homme le plus dangereux de Marseille, qui était actuellement impuissant et saignait sur un tapis valant plus que toutes mes économies. Je me suis forcé à respirer. J'ai enfilé une paire de gants en latex. Ne pense pas au tueur. Ne pense pas aux coups de feu. Julien, ai-je chuchoté, le giflant légèrement, reste avec moi. Les yeux de Julien s'étaient ouverts. Ils étaient vitreux, sans mise au point. Marie, avait-il gémi, sa main tâtonnant pour trouver la mienne. Sa prise était faible. Le bateau sous la falaise. Prends Pierre, laisse-moi. Tais-toi, avais-je dit, versant de l'antiseptique directement dans la plaie déchiquetée de son épaule. Julien avait sifflé à travers ses dents, son dos se cambrant du canapé. Je ne te quitte pas, avais-je dit, ma voix trouvant une force que je ne lui connaissais pas. Tu m'as promis une protection. Tu n'as pas le droit de rompre un contrat juste parce que tu saignes. J'avais travaillé rapidement, poussé par une clarté terrifiante. J'avais serré l'hémorragie, nettoyé le tissu déchiré et commencé à recoudre la peau. Chaque fois que l'aiguille perçait sa chair, Julien tressaillait, mais il ne criait pas. Il regardait mon visage avec une intensité qui me troublait. Il me regardait lui sauver la vie, réalisant que la dynamique de pouvoir entre nous avait fondamentalement changé. Je n'étais plus son employé. J'étais sa bouée de sauvetage. Juste au moment où j'avais attaché le dernier nœud de la suture, la première fenêtre s'était brisée. Le bruit était comme une explosion dans la maison silencieuse. J'avais crié, laissant tomber les ciseaux. « Lumière !» La voix de Luca avait rugi dans le système de communication. La maison avait été plongée dans l'obscurité alors que Luca coupait le disjoncteur principal. La seule lumière venait du clair de lune filtrant à travers les fenêtres brisées du sol au plafond. « À terre !» avait grogné Julien. Malgré sa perte de sang, il avait roulé du canapé, me traînant au sol derrière l'îlot de cuisine lourd. Il avait cherché sa cheville, mais son arme était partie. Pierre l'avait eue. Tiens, je lui avais fait glisser le fusil de chasse que j'avais pris du porte-manteau dans le couloir. Julien l'avait regardé, puis moi.
Tu sais t'en servir? Pointer et tirer, n'est-ce pas? Avais-je chuchoté, mes dents claquant. Mon Dieu, je t'aime, avait murmuré Julien, surtout pour lui-même. Il avait armé la culasse. Dehors, la nuit avait éclaté. Des éclairs de muzzle illuminaient la lisière des arbres comme des stroboscopes. Des balles mordaient l'extérieur en béton de la maison. Luca ripostait depuis le toit, son fusil craquant rythmiquement, mais il était seul contre une armée. Il flanque. Julien avait analysé le son des coups de feu instantanément. Il supprime Luca pour qu'une équipe puisse forcer la porte arrière. Il avait essayé de se lever, mais ses jambes avaient flanché. La perte de sang était trop sévère. Il avait glissé en arrière, jurant violemment. « Je ne peux pas me battre », avait-il admis, la réalisation l'écrasant. Il m'avait regardé, ses yeux remplis d'une supplication désespérée et terrifiée. « Marie, tu dois aller à la pièce sécurisée. S'ils entrent, Mercier ne fait pas de prisonniers. Il fera en sorte que ça fasse mal. » « Je ne vais pas à la pièce sécurisée, avais-je dit. J'avais regardé le bloc de couteaux sur le comptoir. J'avais regardé la lourde poêle en fonte sur la cuisinière. C'est notre maison, ce sont nos règles. La porte arrière avait explosé vers l'intérieur avec un bruit assourdissant. Des éclats de bois avaient plu dans le couloir. Des pas lourds avaient craqué sur le verre. 1, 2, 3 hommes. Julien avait levé le fusil de chasse, reposant le canon sur le bord de l'îlot. Boum! L'attaquant en tête était tombé, sa poitrine dévastée. Les deux autres s'étaient précipités à couvert dans le couloir. Valente, une voix avait résonné des ombres. Ce n'était pas un grognement. C'était la voix rauque, moqueuse de Don Mercier lui-même. « Je sais que tu saignes, mon garçon. Je peux te le sentir. »« Va au diable, Mercier !» avait crié Julien, tirant une autre cartouche pour les maintenir cloués. « Je t'y envoie en premier. » Mercier avait ri. « Et puis je vais trouver ce petit garçon à toi. Comment il s'appelle? »« Pierre. Je me demande s'il crie comme sa mère. » Quelque chose en Julien s'était brisé. Il avait rugi, essayant de se lever pour charger le couloir, mais son corps l'avait trahi. Il s'était effondré, le fusil de chasse glissant sur le sol hors de portée. Mercier était entré dans le clair de lune du salon. C'était un homme gigantesque, portant un trench coat, tenant un pistolet silencieux avec une arrogance désinvolte. Il avait vu Julien étendu. Il avait souri. Fin de la ligne, Julien. Mercier avait levé son arme. Il ne m'avait pas vu. J'avais rampé de l'autre côté de l'îlot. Je n'avais pas d'arme. Je n'avais pas la force d'un tueur à gages. Mais j'avais l'élément de surprise. Et j'avais la rage d'une femme qui avait trouvé une famille pour l'avoir menacée par un monstre. Je m'étais lancé. Je n'avais pas visé son arme. J'avais claqué un lourd carafon de whisky en cristal sur le côté de la tête de Mercier avec toute la force que je possédais. Le verre s'était brisé. L'alcool avait giclé partout. Mercier avait titubé, étourdi, le sang coulant dans son œil. Il avait rugi, balançant aveuglément son revers de main. Son poing avait percuté ma tempe. J'avais volé en arrière, m'écrasant contre le réfrigérateur. Ma vision était devenue noire pendant 1 seconde. Quand j'avais secoué la tête pour me l'éclaircir, j'avais vu Mercier se remettre, essuyant le sang de ses yeux. Il avait tourné l'arme vers moi. « Stupide fille !» avait craché Mercier. « J'allais te garder pour la fin. » Julien rampait vers le fusil de chasse, mais il était trop lent. Il avait crié mon nom. Un son de pure agonie. Mercier avait resserré son doigt sur la gâchette. Clic! Le son d'un marteau frappant une amorce avait résonné dans la pièce. Mercier avait froncé les sourcils. Il avait appuyé à nouveau sur la gâchette. Clic! Son arme s'était enrayée. Un fragment du carafon en cristal s'était logé dans le mécanisme de la glissière. Il avait regardé l'arme, puis moi. Il avait fouillé dans son manteau pour un couteau de secours. « Hé! » Une petite voix tremblante avait brisé le silence. Mercier, moi et Julien, nous étions tous figés. Nous nous étions tournés vers l'entrée du couloir. Debout là, dans son pyjama dinosaure, se tenait Pierre, 6 ans.
Il tremblait si fort que ses dents claquaient, mais dans ses deux petites mains, il tenait le revolver à manche de nacre que Julien gardait dans le coffre de la chambre. Le canon vacillait, pointant généralement vers Mercier. « Pierre, cours !» avait hurlé Julien. Mercier avait ri. C'était un son cruel et humide. « Regardez ça, le chiot veut jouer !» Il avait fait un pas vers le garçon, couteau à la main. « Donne-moi l'arme, gamin, et je ferai vite. » Pierre n'avait pas couru. Il m'avait regardé, moi, affalé contre le frigo, saignant. Il avait regardé son père, impuissant sur le sol. Le garçon, qui n'avait pas parlé depuis 1 an, qui avait peur des bruits forts, avait pris une profonde inspiration. Il avait cessé de trembler. « Laissez ma famille tranquille », avait chuchoté Pierre. Il avait pressé la gâchette. Le recul avait projeté le garçon de 30 kilos en arrière sur le sol. Le coup était parti de travers, brisant un vase. Mercier s'était élancé. Pierre avait tiré à nouveau depuis le sol. Et encore, et encore. Il ne visait pas. Il a juste tiré jusqu'à ce que le barillet clique vide. L'un des coups de feu perdus avait attrapé Mercier à la gorge. Le don de la famille criminelle Mercier s'était arrêté. Il s'était agrippé à son cou, les yeux écarquillés de choc. Il avait gargouillé, du sang bouillonnant entre ses doigts. Il avait vacillé un instant, regardant le petit garçon qui avait mis fin à son règne, puis s'était effondré face contre terre sur le sol en marbre. Silence. Silence absolu et assourdissant. Je m'étais précipité sur le sol, ignorant mes propres vertiges. J'avais atteint Pierre en premier. J'avais arraché l'arme encore chaude de ses mains et l'avais jetée, le tirant contre ma poitrine. « Je te tiens, je te tiens !» J'avais sangloté, le berçant. Pierre ne pleurait pas. Il fixait le corps d'un regard vide. Julien s'était traîné jusqu'à nous. Il avait passé ses bras massifs autour de nous deux, enfouissant son visage dans mon cou et dans les cheveux de Pierre. Nous 3 étions assis là dans l'obscurité, au milieu du verre et du sang, un enchevêtrement de membres et de traumatismes. La porte d'entrée s'était ouverte. Luca avait boité à l'intérieur, son uniforme déchiré. Il avait balayé la pièce du regard, avait vu le corps de Mercier et avait baissé son fusil. Il avait regardé son patron, la serveuse et le garçon. Il avait vu le regard dans les yeux de Julien, non pas de triomphe, mais d'un profond soulagement qui changeait la vie. « C'est fini, patron », avait dit Luca doucement. Les autres ont fui quand ils ont entendu Mercier tomber. C'est fait. Julien m'avait embrassé sur le front. Puis il avait embrassé les mains de Pierre, les mains qui avaient été forcées de faire quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais faire. « C'est fini », avait chuchoté Julien, sa voix brisée. « On sort de là, plus jamais. » 1 an plus tard, les collines de Toscane étaient un monde différent comparé à l'acier gris de Marseille. L'air sentait le romarin, la terre chaude et les citrons. La villa était située sur une douce pente, entourée de vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Ce n'était pas une forteresse. Il n'y avait pas de gardes à la porte, pas de caméras dans les arbres. Le seul son était le bourdonnement des cigales et le rire lointain d'un enfant. J'étais assise sur le patio en pierre, mes jambes repliées sous moi. Je lisais un livre, un verre de vin rouge foncé posé sur la table à côté de moi. J'avais l'air différente. La tension qui habitait autrefois mes épaules avait disparu. Mes cheveux étaient plus longs, plus clairs du soleil italien. Il est rapide. Une voix a grondé depuis l'embrasure de la porte. J'ai souri sans lever les yeux. Il tient ça de toi. Il ne tient certainement pas ses compétences en course de moi. Julien est sorti au soleil. Il portait un pantalon en lin et une chemise blanche ample, les manches retroussées. La cicatrice sur son sourcil était toujours là, un rappel permanent de la vie qu'il avait laissée derrière lui, mais la dureté de son visage s'était adoucie. Il ne ressemblait plus à un Don. Il ressemblait à un père. Il s'est approché et a embrassé le sommet de ma tête, sa main posée de manière possessive sur mon épaule. Nous avons regardé Pierre courir à travers les rangs de vignes, chassant un Golden Retriever que nous avions nommé Lucky. « Luca a appelé », a dit Julien doucement, s'asseyant en face de moi.
J'ai légèrement raidi. « Tout va bien? »« Tout va bien », m'a assuré Julien, me prenant la main. « L'affaire à Marseille est entièrement vendue. Les actifs légitimes sont dans un fonds pour Pierre. Les autres actifs ont été dissous. Nous sommes officiellement des fantômes. » J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 12 mois. Donc personne ne nous cherche? Personne qui veuille rester en vie. Julien a esquissé un sourire, un éclair de l'ancien danger apparaissant juste une seconde avant de disparaître. Mais surtout, il s'en fiche juste. Le vide a été comblé. Nous sommes les nouvelles d'hier. J'aime être les nouvelles d'hier, ai-je dit. J'aime être ennuyeuse. Julien a ri. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une petite boîte en velours. Mon cœur a fait un bond. « Marie, je n'ai jamais fait ça correctement, » a dit Julien, sa voix devenant sérieuse. Il s'est agenouillé sur les dalles chaudes. « Au restaurant, je t'ai acheté. Dans la planque, j'avais besoin de toi. Mais ici, je te veux juste. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague vintage simple, en or avec un diamant qui captait le soleil de Toscane. « Murray Halloway, » a dit Julien, ses yeux gris brillants d'une émotion plus profonde que l'océan. « Tu as sauvé mon fils. Tu as sauvé ma vie. Mais plus important encore, tu as sauvé mon âme. Veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? » J'ai levé les yeux vers lui. J'ai pensé à la serveuse qui avait peur de son propriétaire. J'ai pensé à la femme qui avait cassé un carafon sur la tête d'un chef de la mafia. Et j'ai regardé l'homme qui avait brûlé son propre royaume pour me garder en sécurité. Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, et ai-je chuchoté. Oui, Julien. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle allait parfaitement. Il s'est levé et m'a tiré dans un baiser qui avait le goût du vin et de l'éternité. Burke, c'est dégoûtant. Ils se sont séparés en riant. Pierre se tenait au bord du patio, faisant de la grimace, le chien haletant à côté de lui. Le garçon avait l'air en bonne santé, heureux et surtout sans peur. « Viens ici, petit coquin !» a crié Julien en le poursuivant. Julien a attrapé son fils, le balançant dans l'air pendant que le chien aboyait et dansait autour d'eux. Je les ai regardés, ma main posée sur ma poitrine, sentant le battement régulier de mon cœur. Je me suis souvenu de la règle du monde souterrain, ne jamais toucher à la famille. J'ai souri, prenant une gorgée de vin. Nous avions brisé toutes les règles. Nous avions versé du sang, perdu des amis et failli mourir dans l'obscurité. Mais en regardant mes garçons rire sous le soleil doré, je savais la vérité. Certaines règles étaient faites pour être brisées. Et cette famille était incassable. C'est ça, la fin de l'histoire, mais ce n'est pas une fin propre, vous savez. Une fin avec un arc parfait, comme dans les films. On a des moments de paix, oui, des moments magnifiques comme cela. Mais le passé, il ne s'efface jamais complètement. Il laisse des cicatrices, des souvenirs qui reviennent quand on s'y attend le moins. Parfois, je me demande si tout ça valait le coup. Si on a vraiment réussi à s'échapper, ou si on a juste trouvé un endroit plus joli pour nos ombres. Je ne sais pas, mais je suis là, et ça, pour l'instant, c'est tout ce qui compte.